Vous l'avez déjà remarqué, il y a beaucoup moins de femmes que d'hommes dans les milieux de la tech. Aujourd'hui, on parle de Women in Tech dans le podcast AWS en français. C'est parti, c'est maintenant. Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast AWS en français. C'est tous les vendredis et pas que, mais abonnez-vous. Abonnez-vous, comme ça vous recevrez les notifications dans les bonnes applications de podcast, que ce soit Amazon Music, Deezer, Spotify, Apple Podcast, YouTube depuis quelques semaines également. Aujourd'hui, on inaugure une nouveauté dans le podcast AWS en français. Après 5 ans d'existence, une fois par mois, nous allons parler d'inclusion, de diversité et d'équité. Ça sera le dernier mercredi de chaque mois, en plus des épisodes tech, en plus des épisodes du vendredi qui, eux, ne changent pas. Parce que vous l'avez remarqué, je l'ai dit dans l'intro, il y a beaucoup moins de femmes que d'hommes dans la tech. En Europe, il y a une étude de McKinsey qui indique qu'il n'y a que 22% de rôles tenus par des femmes dans les sociétés technologiques. On va revenir sur cette statistique qui est préoccupante, qui est inquiétante. Beaucoup de sociétés, dont Amazon, mettent en place des programmes pour favoriser l'inclusion, la diversité et l'équité. Les mentalités, les choses changent, il faut l'avouer, mais ça change doucement, très doucement. Il y a aussi des associations qui aident à la prise de conscience, essayent de trouver des solutions, d'inspirer les femmes à commencer ou à continuer leur carrière dans la tech. C'est le Women in Tech, une association internationale. Je me suis renseigné en préparant ce podcast. Ils ont commencé en 1989, donc ça date pas d'hier, et ça a commencé comme une simple mailing list dont le but était je cite, de promouvoir les réussites des femmes dans la technologie et de les supporter, de trouver des opportunités et de fournir de l'inspiration. Et ce sont des objectifs qu'on va partager dans cette nouvelle série du podcast. Merci à Nazma Brahmi et Sarah Roy-Larentry, 2 membres du chapitre AWS France de Women in Tech, d'avoir eu l'idée de cette série d'épisodes, et puis pour votre aide que vous allez m'apporter pour la produire également. Le problème, il faut le dire, n'est pas que dans les entreprises, mais aussi dans les écoles, un peu dans les familles, dans notre société en général. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Comment les hommes qui écoutent ce podcast peuvent aider à changer les mentalités à la maison ou au boulot ? Comment donner des exemples inspirants aux femmes et aux jeunes filles qui nous écoutent pour leur montrer que c'est possible, qu'on peut être ingénieur DevOps, qu'on peut être une architecte de solutions, une développeuse et être une femme. Dans le Summit AWS qui se tiendra à Porte-Maillot au Palais des Congrès le 3 avril dans 2 semaines, on mettra également l'accent sur la diversité, l'inclusion et l'équité. Il y aura un stand dédié à Women in Tech, il y aura 2 talks à ce sujet et 2 tables rondes. On reviendra sur le détail de ces tables rondes et de ces talks à la fin de cet épisode. Voilà pour cette longue introduction, mais moi je vais arrêter de parler, on va surtout écouter notre première invitée dans cette nouvelle série. C'est une de ces femmes de la tech dont la carrière est inspirante, c'est Agnès Serret. Tu es responsable des spécialistes chez AWS. Merci d'être là. Agnès, qui es-tu ? Bonjour et merci beaucoup Sébastien pour m'inviter pour cette première édition. Alors avant tout, je fête aujourd'hui mes 3 ans chez AWS. Bravo. Merci. Effectivement, je dirige l'organisation de spécialistes pour AWS France et nous aidons nos clients à adopter les nouveaux services et produits. Donc, nous avons un portefeuille assez large avec des équipes commerciales et des équipes de solutions architectes spécialistes. Mais je suis aussi une maman de 2 étudiants et j'enseigne depuis maintenant 10 ans dans le domaine de la tech à Sciences Po, à l'école du management et de l'innovation. Et tu as eu plusieurs rôles dans ta carrière dans des sociétés technologiques et des rôles liés à la technologie. Pourquoi, selon toi, il y a moins de femmes que d'hommes dans la tech ? C'est quoi ? C'est un milieu plus dur, plus macho ? Est-ce que c'est différent des autres branches ? Je ne sais pas si on va dans une fac de droit ou une fac d'économie. La majorité des étudiants dans l'amphi sont des filles, des femmes. Pourquoi c'est pas la même chose dans les écoles d'ingénieurs ? Alors c'est vrai que il y a probablement plusieurs facteurs. On voit bien que, tu l'as dit dans l'introduction, ça commence à l'école, ça commence dans l'éducation. On a moins de jeunes filles qui s'inscrivent dans les études scientifiques, c'est statistique. D'ailleurs, on régresse un petit peu depuis quelques années. Et ça se traduit ensuite dans les carrières, dans les rôles, au sein des différents parcours. Et je le vois aussi dans l'enseignement, puisque on a moins de rôle modèle aussi en tant que professeur, typiquement dans des écoles d'ingénieurs, dans les universités, sur des
des parcours scientifiques. Alors après, au-delà de ces facteurs, c'est vrai que ça veut dire qu'il faut intervenir un peu à tous les niveaux. Mais le résultat, c'est qu'aujourd'hui, la moyenne des femmes qui se retrouvent dans des rôles technologiques sont pratiquement à 46% quand on est sur des rôles par exemple, de product design ou de management. Là, ce sont des designers, par exemple, d'interface utilisateur ou d'expérience utilisateur. Et plus on avance vers la technologie, et moins on a de femmes, puisqu'on se retrouve peut-être à 8% sur des métiers de DevOps ou dans le cloud computing typiquement. Ce qui est vraiment très peu finalement par rapport au potentiel économique et au potentiel que ça représente également en termes de métiers d'avenir. C'est vrai que c'est quelque chose que j'observe aussi quand je regarde mes collègues autour de moi. Il y a beaucoup de femmes chez AWS. Je sais pas les statistiques sous les yeux, mais enfin, on doit pas être très très loin globalement de la parité, mais plutôt dans des rôles de marketing, de vente, de legal, de design, de product management également. Et c'est vrai que quand au plus on s'enfonce dans la tech, au plus la proportion d'hommes est importante. Est-ce que le monde de la tech est plus dur ? C'est plus dur que les autres mondes, que le monde du marketing, du droit et des autres? Est-ce que c'est un univers plus patriarcal, machiste? Alors, je ne sais pas s'il est plus patriarcal, je ne dirais pas ça. Je pense que les codes dans une carrière dans la tech sont peut-être différentes de moi, ce que j'ai pu vivre par exemple dans d'autres industries. Si je prends, je vais prendre deux exemples, mais si je prends par exemple un chercheur, typiquement on parle de sciences, donc si on prend un chercheur en mathématiques fondamentales, on va avoir une carrière avec des étapes qui sont assez connues. On a des repères. On va effectivement aller à l'université, on peut avoir une thèse, ensuite être maître de conférence, devenir professeur classe 1, classe exceptionnelle. Il y a une carrière et une capacité à se mesurer en termes de progression dans cette carrière. On peut se projeter. Voilà, on peut complètement, on devrait pouvoir se projeter. Je ne dis pas que c'est simple, mais c'est connu. Si on prend une autre industrie, on peut prendre l'industrie par exemple du conseil, qui existe depuis plus d'un siècle. On a également ces étapes qui permettent de se repérer en termes de progression de carrière, et c'est assez rassurant, en démarrant par exemple comme analyste et en progressant vers un team leader, se spécialisant pour aller peut-être un jour devenir partenaire. Quand on se pose des questions comme ça en tant que femme, en tout cas dans la tech, où est-ce que je me situe en termes de carrière? Est-ce que je progresse par rapport à un parcours? C'est un petit peu plus compliqué parce que, en tout cas en ce qui me concerne, j'ai eu beaucoup de réponses à chaque fois que je me suis posé la question, et elles étaient toutes différentes. On a avec l'évolution des métiers qui est tellement rapide dans ce domaine, en fait, on a des parcours qui s'offrent à nous et qui sont peut être vus comme des opportunités, mais qui nous poussent certainement à faire des choix différents peut-être une industrie plus traditionnelle, plus implémentée. Et c'est quoi les conséquences pour une société, pour une entreprise, ou pour la société en général, de se priver de 50% des pools de talents, d'idées dont on pourrait bénéficier? C'est vrai que quand on pense que nous représentons 50% de la population, on peut se dire que si on n'est pas représentatif, on n'est pas au maximum de notre potentiel en termes de créativité, de productivité, avec des conséquences politiques, économiques importantes, en termes d'équité, de salaire, et les conséquences finalement pour la société sont très très transverses. On voit par exemple aujourd'hui, je vais juste prendre un domaine que j'apprécie puisque j'ai cofondé 2 startups. J'ai eu cette chance j'ai eu cette expérience. Les startups qui sont financées par les VCs aujourd'hui et qui sont cofondées par des femmes ne représentent que 2%. C'est-à-dire que les VCs, ouais, c'est très peu. Pour réussir, c'est très très peu. Et ce chiffre, figure-toi que c'est pour les États-Unis. En Europe, c'est encore moins. On est à 0,9%. Donc ça veut dire si une femme crée une start-up, elle aura plus difficile à trouver des financements qu'un homme qui crée la même start-up avec la même idée? Ah oui. Donc les conséquences sont vraiment multiples. Je vais pas
on va pas. L'idée de ce podcast, c'est pas de cette série de podcasts, c'est pas nécessairement de parler d'AWS, c'est pour parler du rôle des femmes dans la tech et de montrer des exemples. Mais je l'ai dit dans l'intro, les entreprises mettent aussi en place des programmes pour corriger les biais, pour inverser la balance. Quels sont les programmes que tu as vus en 3 ans chez AWS? Qu'est-ce qu'AWS fait pour essayer d'inverser cette tendance? Alors, on a la chance d'avoir une culture inclusive, un environnement de travail qui reflète vraiment la diversité que nous servons, et ça se traduit très concrètement par des programmes. Alors le premier avant tout, et presque l'origine du podcast, c'est Women in Tech, qui est un groupe affinitaire. Et nous avons 13 groupes affinitaires dans le groupe Amazon à travers 58 régions. Donc ce sont des groupes aujourd'hui qui se fondent sur du volontariat, sur des sujets qui sont comme le nôtre aujourd'hui: comment aider les femmes dans la tech et comment inspirer les femmes à pouvoir leur donner envie de faire des carrières justement dans des métiers plus technologiques. Nous avons des initiatives qui vont de jeunes filles avec des programmes comme, je vais pas tous les citer, mais comme SheBuild, AWS SheBuild ou AWS Restart, AWS Get It, que j'ai beaucoup apprécié puisque j'y ai participé. Ça consiste en quoi? Oui. En fait, ce sont des collégiens à qui on parle un petit peu des technologies. On leur explique aujourd'hui typiquement ce qu'est le cloud computing, ce que cela peut apporter, et ils travaillent pour proposer des projets, des applications pratiques dans la vie. Et ensuite, il y a une petite compétition, mais c'est vraiment c'est très participatif. Et dans le cadre de cette compétition, les collégiens proposent des projets. Et pour avoir participé, tous les projets, en fait, sont des projets qui viennent apporter une solution à la société, par exemple pour aider des personnes âgées. Et c'est vraiment, ça permet de développer la créativité, de comprendre en quoi les technologies, finalement, peuvent apporter des solutions pour des problèmes sociétaux dès le plus jeune âge. Donc ça, c'est un exemple. Et puis le dernier, peut-être que je peux partager parce que j'en ai vraiment plein en tête, c'est le programme en fait qui est fait justement pour les start-upeuses et qui est dédié, donc qui s'appelle AWS Impact Accelerator, qui est un programme qui procure en fait du funding, des formations et du mentoring pour des startups qui démarrent et qui sont cofondées en fait par des femmes. Ah oui, donc en plus du programme startup d'AWS normal où on aide des startups à démarrer, il y a un programme en plus pour les startups créés par les femmes avec des bénéfices additionnels. Exactement. Alors les groupes d'affinité, tu en as cité, je ne sais plus combien, 18 t'as dit, à travers plusieurs pays. Il n'y a pas que les Women in Tech, il y a aussi le Black Employee Network, il y a un groupe d'affinité LGBTQ+, etc. Et je ne peux pas tous les citer, mais concrètement, à quoi sert ou comment fonctionne un groupe d'affinité chez AWS ? En fait, ce sont des groupes pour lesquels on a un certain nombre de membres qui volontairement viennent participer et se portent volontaires pour organiser des événements, des formations, des thématiques qui peuvent être typiquement autour de comment aider quand on devient jeune parent et comment notre environnement de travail chez AWS va pouvoir vous aider ou vous accompagner dans ces moments-là, parce qu'on peut se poser des questions ou trouver simplement de l'inspiration au travers d'expériences d'autres personnes. C'est vraiment organisé par thématique et ça permet aussi de pouvoir trouver des personnes qui nous ressemblent et qui peuvent avoir les mêmes problèmes ou les mêmes questionnements, par exemple, et avoir un forum de partage. J'ai un exemple en tête qui notamment est pour Women in Tech, pour lequel on avait des sessions de formation pour faire des démos sur nos derniers services en Generative AI. Et c'est là que ton expérience peut aider aussi, comme tu as vécu plusieurs rôles dans le monde de la tech au cours des années. Tu peux mettre le pied à l'étrier et rassurer peut-être certains de nos collègues qui sont plus jeunes dans ces métiers-là. Comment t'es arrivé chez AWS ? C'est quoi ton parcours pro ? Alors j'ai navigué, si je peux utiliser ce mot-là. J'ai navigué en fait, j'ai toujours été un peu dans l'innovation et la technologie. J'ai navigué dans la monétique et le numérique. J'ai
vécu 10 ans à peu près aux États-Unis et j'ai travaillé dans les solutions de paiement chez Mastercard pendant une dizaine d'années. Et ensuite, j'ai pivoté de la monétique, qui est un environnement finalement très tech, vers le numérique chez BNP Paribas, où là, j'étais un agent de la transformation. Donc, je devais impulser la transformation au sein d'un groupe qui n'était pas forcément historiquement, en tout cas la technologie n'était pas au cœur de son activité, pour accompagner cette transformation. Et j'ai réussi à un moment donné de ma carrière chez BNP Paribas, où les programmes étaient extrêmement, c'était une expérience extrêmement intéressante parce que ça permet effectivement de travailler sur tous les aspects des transformations conduites au sein d'un groupe, aussi bien au niveau des compétences, des process, du stack technologique. Je suis arrivée à un point où je me suis rendu compte que cloud computing apportait une transformation euh, extrêmement, enfin, était une rupture complète sur la façon de travailler. Et c'est le moment où j'ai fait un saut, c'est-à-dire que je suis repartie pour apprendre dans le cloud computing. Maintenant, ça fait 6 ans que je suis dans le cloud computing et depuis 3 chez AWS. Alors sur ces années d'expérience, que ça soit dans le monde de la finance ou dans le monde de la tech, je suppose que tu as eu plein de challenges à te retrouver, parfois en minorité, je suppose, ou souvent en minorité, dans des réunions, dans des groupes de travail, avec des équipes plutôt masculines. Quels sont les challenges au quotidien dans ce genre de carrière ? Alors c'est vrai que, pour être honnête, je crois que je m'en étais pas rendu compte, en tout cas en début de carrière. J'étais pas très attentive à ces sujets et je crois que je ne réalisais pas tous les biais qui pouvaient exister. Je m'adaptais plutôt et c'est avec le temps et les patterns qui recommençaient, les efforts parfois qu'il fallait déployer, que je me suis rendu compte qu'il était important de faire plus attention aux femmes et jouer de jouer un rôle en fait pour moi-même, pour essayer de partager mon expérience et idéalement effectivement inspirer. Un rôle de mentor, un rôle de... Tout à fait, un rôle de mentor, partage d'expérience. Je peux peut-être te donner quelques anecdotes dans mon parcours, parce que je sens que c'est la question de. Donc, oui, très concrètement, comment ça se traduit au quotidien. Tu me parles à moi là maintenant, et probablement à beaucoup d'auditeurs qui sont, j'ai envie de dire malheureusement comme moi, je suis pas un exemple de la représentativité et de la diversité. Blanc, middle age, hétérosexuel. Donc c'est quoi être une femme dans un monde de tech, comment tu le ressens, comment tu le vis, quels sont les challenges que tu as au quotidien ou que tu as eu au quotidien? Je vais te donner 2 exemples. Premier exemple, c'est peut-être quand j'ai commencé chez Mastercard, j'ai dû travailler sur le déploiement d'une nouvelle solution de paiement pour la population non bancarisée. Alors, c'était un POC que je devais réaliser en Inde et au Brésil. Alors, les populations non bancarisées, aujourd'hui, selon Mastercard, il s'agit de 1,7 milliard de personnes dans le monde. Donc, c'est un projet quand même assez significatif. C'est des personnes qui n'ont pas de compte en banque, mais qui doivent avoir des moyens de paiement électronique parce qu'on vit dans une société où c'est difficile de s'en passer. Voilà, et avoir un moyen de paiement électronique sans banque, en tout cas, c'était pas quelque chose qui existait au moment où on a lancé ce projet. Et donc, ma mission, si je l'acceptais, c'était vraiment d'étudier le POC qui avait été lancé mais qui n'avait pas fonctionné, et de comprendre ce qui n'avait pas marché. On était à peu près une petite équipe de 3 ou 4, et ensuite de donner une recommandation. On est allé à 3 à 4 au Brésil et en Inde, travailler avec l'ensemble des acteurs, les banques émettrices, les banques acquéreurs, les commerçants, pour essayer de comprendre ce qui ne fonctionnait pas d'un point de vue technique, peut-être marque, formation. Et très rapidement, on a identifié les points pour lesquels on avait vraiment des possibilités d'améliorer le projet et de le relancer, aussi bien au Brésil et en Inde. Donc en revenant au siège, j'ai été voir mon manager, je lui ai recommandé, il m'a tout de suite dit voilà, tu vas le présenter en fait au comité exécutif parce qu'on pense que c'est une excellente idée et ensuite on va voir si c'est accepté ou pas, on va pouvoir le déployer.
Et donc le comité exécutif non seulement l'a validé, mais a proposé de le déployer dans plus de pays, d'avoir une ambition un peu plus importante derrière. Donc on est reparti pour relancer ce projet, cette nouvelle marque qui existe. Je ne sais pas si je peux la dire Oui, d'ailleurs. bien sûr. Oui. Donc c'est Mastercard électronique, elle Mhm. existe encore après toutes ces années, une petite fierté quand même. Et nous l'avons relancé et très vite on a vu une adoption augmenter et ça répondait vraiment à un besoin de marché. Et si je te parle de cette Ouais. anecdote, c'est parce que j'ai dû dans ce cadre voyager au Brésil, en Inde, en Chine, dans différents pays en tant que responsable d'équipe, puisque mon équipe Mhm. était en train de grandir pour pouvoir déployer ce projet. Et j'ai dû aller voir des responsables, donc des CXO dans les banques, des décisionnaires. Euh, et c'était très difficile de me faire accepter à cette période-là, notamment dans certains pays où la culture n'a, ne, ce n'était pas en accord, en tout cas avec les codes de la culture, de venir comme ça et de présenter des projets, euh, notamment dans des pays en Asie, par exemple. On n'a pas encore parlé de ce sujet-là, c'est un problème culturel. Ça. Ici, on a parlé de diversité, d'inclusion, d'équité, et j'avais mon angle franco-français ou européen, francophone en tout cas. La situation est pire dans d'autres pays. C'est ça ton anecdote. C'est culturellement, dans des pays d'Orient ou dans d'autres civilisations, dans d'autres cultures, la place des femmes est encore plus limitée. Alors, oui, et ça nécessite, c'est quand même un vrai challenge quotidien, justement en tant Mhm. que femme, pour pouvoir évoluer dans une carrière, être responsable d'équipe et À typiquement l'international. être en Mhm. charge à l'international. Et donc c'est une anecdote, c'est un challenge que moi j'ai rencontré, de me faire accepter finalement par différentes cultures où les femmes étaient sous-représentées dans les années 2000. Et donc j'ai réussi à naviguer justement dans ce type de situation grâce à des mentors que j'ai pu avoir à cette époque et qui m'ont donné le courage et qui m'ont aussi aidé à comprendre ces cultures, au contraire, à essayer de m'adapter à ces cultures pour pouvoir me faire accepter. Il fallait que moi-même je m'intéresse et que j'aille beaucoup plus près pour comprendre finalement pourquoi les femmes étaient moins représentées, quel était le contexte et comment me positionner face à ce type de situation. Sur ce projet-là, tu as été confronté vraiment à une question d'autorité ou de sérieux par rapport à tes interlocuteurs masculins qui ne te prenaient pas au sérieux ou... Tout à fait, c'était vraiment, je sais que c'est compliqué à comprendre, mais en fait, quand on est seul dans une parfois seul dans Mhm. une réunion et que l'on représente une entreprise, si la culture n'a pas ces codes-là, n'intègre pas ces codes-là, ça nécessite un effort colossal pour réussir à se faire accepter dans ce cadre-là. Pour faire passer ton Heu, message et voilà, recevoir l'attention et le respect, le sérieux de la situation, que la et situation l'écoute, business exige. Et l'écoute. exactement, et l'écoute. Et donc connecter avec cette culture. En tout cas, depuis cette période-là et grâce au mentoring auquel j'ai pu bénéficier, je n'ai jamais affronté des situations multiculturelles de la même façon. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, effectivement, j'ai une sensibilité par rapport aux diverses cultures Mhm. qui fait que je n'approche peut-être pas ce type de situation comme je l'aurais fait au tout début de ma carrière. Il n'y a pas que les situations internationales qui sont difficiles à gérer. Est-ce que tu as des anecdotes européennes ou franco-françaises où on enlève ce facteur culturel pour montrer que c'est aussi un problème ici et maintenant? Tout à fait. Je peux parler, par exemple, de mon expérience, notamment dans la banque en tant que CDO, donc Chief Digital Officer et ensuite Chief Transformation Officer. J'ai eu plusieurs fois l'occasion d'être dans des comités exécutifs où, les femmes étaient également sous-représentées. Alors ça progresse beaucoup, mais c'est Mhm. vrai que ça progresse lentement. Donc se retrouver dans ce type de situation est assez courant. Et ça peut poser des challenges typiquement pour trouver des alliés sur des thématiques, notamment quand on travaille sur la technologie, qui n'est, comme je le disais tout à l'heure, pas forcément au cœur, de l'histoire de la banque. Et donc pour se positionner, démontrer l'importance et l'impact des technologies dans l'évolution, des process, de l'offre, du modèle de distribution,
typiquement de la banque ou banque de détail, ou ça nécessite d'avoir la capacité à engager avec l'ensemble des acteurs, qu'ils soient CDO, CTO, CMO, donc l'ensemble des acteurs décisionnaires de la banque, et de réussir finalement à créer une équipe qui va y trouver un vrai intérêt pour pouvoir mener collectivement cette transformation. Et ça, c'est aussi un exemple pour moi qui nécessite de créer un réseau, de développer des alliés, et donc d'utiliser aussi des compétences qui sont pas forcément techniques, mais qui peuvent être peut-être plus soft dans la façon de pouvoir engager et de créer de la confiance au niveau des équipes dirigeantes. Est-ce que tu as développé des stratégies au fil de ton expérience pour détecter, prévoir peut-être, ensuite, ou détecter et puis agir sur ce genre de situation où tu te trouves en minorité ou simplement pas pris, où ton avis n'est pas nécessairement pris en compte dans un milieu ultra masculin? Est-ce que avec le temps tu as changé ton comportement? Oui, oui, oui. C'est c'est euh, c'est une façon, en fait, c'est une adaptation. Euh, alors, est-ce que j'ai développé des stratégies? C'est Mhm. peut-être plus une capacité d'adaptation que j'ai développée. Mhm. Une capacité d'adaptation à des situations qui fait qu'effectivement, en fonction de l'interlocuteur ou l'interlocutrice, je vais avoir peut-être une écoute un peu plus importante pour voir comment réagir et comment peut-être convaincre, comment pouvoir prendre la parole quand c'est effectivement difficile, ou comment donner la parole à des personnes qui sont peut-être plus discrètes ou silencieuses, parce que c'est aussi mon rôle, et c'est aussi une stratégie pour s'assurer qu'on est plusieurs à pouvoir s'exprimer, parfois à discuter d'un sujet qui peut qui peut nécessiter d'entendre des opinions plus représentatives. C'est une stratégie que j'avais adoptée aussi pendant quelques années. J'étais people manager chez Amazon. Et effectivement, si une personne de mon équipe ne parle pas dans une réunion, qu'elle soit homme ou femme d'ailleurs, c'est pas poser la question. Et toi, tu en penses quoi? Pour avoir ce point de vue et être certain que tout le monde puisse s'exprimer. S'il y a des jeunes femmes, des femmes qui nous écoutent et qui veulent évoluer leur carrière dans la tech, ça serait quoi les conseils que tu as à leur donner? Alors, je dirais que peut-être partager quelques leçons, ouais, quelques leçons Mhm. qui moi m'ont beaucoup servi, me servent encore. Peut-être la première leçon à laquelle je pense tout de suite, c'est vraiment d'encourager les femmes en général, mais à sortir dans leur zone de confort. Alors je sais que moi j'ai beaucoup entendu ça avant, mais ça veut aussi dire d'avoir confiance quelque part sur la capacité à transférer les compétences qui ont été apprises au travers des différentes expériences professionnelles et personnelles. Et ça, c'est quelque chose qui permet de prendre peut-être un petit peu de risque, mais d'apprendre énormément. Typiquement, j'ai navigué dans le paiement, dans la Mhm. banque, et maintenant je suis dans le cloud computing. Je suis quelqu'un d'assez passionné. Euh, et ça m'a toujours permis, ces expériences-là m'ont permis d'aller chercher des perspectives différentes, de rester ouverte, de m'adapter finalement à des situations différentes, mais aussi à transférer certaines compétences. Et si je prends l'exemple du paiement, en fait, on n'y pense pas toujours, mais c'est vrai que dans le paiement, on travaille par exemple, sur les aspects techniques. Les terminaux de paiement fonctionnent, enfin, c'est du TCP/IP. On Mhm. apprend ce qu'est un token. On travaille sur de la crypto. Il y a on travaille sur du paiement sans contact, donc du RFID, du paiement, du Near Field Communication. Donc c'est vrai que je n'ai pas le terme NFC. en Mhm. NFC, je n'ai pas en français, mais ce sont des compétences. Il y a la programmation. Ce sont des compétences techniques qui se transfèrent très bien dans d'autres domaines technologiques. Mais il y a aussi toutes les compétences finalement de leadership, de management, les soft skills, l'intelligence relationnelle aussi, qui pour moi ont toujours été fondamentales dans la façon de pouvoir évoluer en tant que femme, pour façonner ma carrière, pour choisir finalement les différentes étapes de vie professionnelle. Alors ça, c'est un premier partage, c'est vraiment de sortir Mhm. de sa zone de confort et avoir confiance sur les compétences acquises. Et puis peut-être un deuxième,
Un deuxième qui correspond très, très fortement à la culture amazonienne, de la mentalité, day one, qui consiste à finalement, vivre chaque jour comme le premier jour, en restant curieux, en remettant en perspective les choses, et ça fait vraiment partie de l'ADN d'Amazon. C'est quelque part cette façon de voir qu'on ne perd pas, mais on apprend toujours, et en apprenant finalement on va toujours gagner quelque chose. Ne pas avoir peur finalement de de perdre. J'aime beaucoup ce que notre CEO, une phrase de notre CEO Andy Jassy, qui dit qu'il n'y a pas d'algorithme de compression pour l'expérience. Et c'est très vrai, parce qu'en fait l'expérience apporte énormément de choses. Et alors moi j'ai eu une expérience peut-être que je peux partager avec toi en termes de start-up. Donc j'ai eu la chance de cofonder 2 start-up, une dans la tech qui a bien fonctionné, mais je n'en parlerai pas, et une sur le tourisme en France, pour la population chinoise en fait qui voyage beaucoup en France et qui n'a pas toujours une expérience très positive. C'est le moins qu'on puisse dire, oui. Voilà, et on a travaillé avec quelques cofondateurs sur un concept qui a été avec une première expérience de levée de fonds, et j'ai beaucoup travaillé pour développer le POC. J'étais la seule cofondatrice de notre groupe. Ils vont peut-être s'entendre d'ailleurs, ils vont peut-être entendre le podcast, mais Si vous nous écoutez, on est bonjour. bonjour, on est resté en contact, et j'ai vécu une expérience que je n'avais pas du tout prévue parce que je suis venue avec plus d'expérience, plus de maturité. Je pensais vraiment qu'on allait répartir nos rôles en tant que cofondateurs parce que j'avais eu cette bonne première expérience en fait, plus tôt dans ma carrière. Et je me suis retrouvée dans une situation où je n'étais pas d'accord finalement avec comment ouvrir le capital, qui faire rentrer au capital. Heu, beaucoup beaucoup de sujets, nous étions en désaccord sur pas mal de sujets, et finalement, je n'ai pas réussi à faire passer mes idées. C'est avec le recul, hein, mais sur le coup, je pensais qu'ils avaient, finalement, ils auraient dû plus m'écouter probablement, mais je n'ai pas réussi à faire passer mes idées auprès de mes cofondateurs. Et donc on a aujourd'hui cette entreprise est arrêtée. Mais j'ai appris énormément finalement. J'ai appris énormément, pas sur comment présenter à un investisseur, ça s'était bien passé, mais vraiment sur comment gérer cette relation avec le cofondateur dès le début, ce qu'il faut parfois, aborder rapidement pour pas qu'il y ait justement ce genre de gêne ou de problème qui peut être fatal à une start-up. Et je l'ai mis à profit après, dans le cadre d'un accélérateur de fintech, à Luxembourg, pour lequel j'ai eu la chance d'être au board, d'aider en fait d'autres startups et d'autres femmes dans les startups justement à partager cette expérience avec elles pour qu'elles évitent ces écueils. À trouver leur place dès le début et définir les rôles clairement pour que les rôles et responsabilités des deux, enfin ou des multi-cofondateurs soient clairement délimités. Oui, et puis de ne pas avoir peur finalement quand on est cofondateur, on est cofondateur. Donc on a une place à table, on a le droit au Un mot à chapitre, dire. Ouais. absolument, et ne pas le faire pour ne pas froisser ou pour d'autres raisons. Finalement, ça peut être fatal à la start-up. Ça a été le cas d'ailleurs pour moi, et c'est important de partager ces expériences-là en tant que femme, parce que là, typiquement, c'est moi qui me suis mis des freins, parce que j'avais en face effectivement 4 personnes très expérimentées, mais qui étaient peut-être moins à l'écoute, et j'ai senti que le problème finalement, c'est pas forcément juste, eux, mais aussi le fait que moi je m'étais mise cette barrière. Est-ce que c'est une différence homme-femme? Parce que je t'écoute parler et je me dis que je serais un très mauvais cofondateur de start-up, d'ailleurs je ne l'ai jamais fait, parce que j'ai cette culture du compromis dans la discussion. Est-ce que c'est une question de personnalité ou une question de genre? Je pense que beaucoup tu m'avais demandé là si j'avais quelques leçons à partager. Ces leçons, en réalité, elles se partagent universellement, je crois, hein. Mais il me semble que les femmes, et de mon expérience de management aussi, sont plus discrètes, ont moins cette façon finalement de venir demander une augmentation de salaire, de limiter peut-être parfois, par exemple, la quantité de travail, ont moins cette facilité de créer du réseau. En tout cas, je l'observe encore aujourd'hui, et c'est assez naturel puisqu'on est minoritaire. Donc ça demande un effort particulier pour pouvoir le faire intentionnellement, et c'est là où les alliés rentrent en jeu, il me semble d'ailleurs, parce que ça peut faire une vraie différence.
Très bonne transition sur ma prochaine question, c'est puisque je t'ai posé la première question, quels sont les conseils que tu peux donner aux femmes et aux jeunes filles qui nous écoutent, mais quels sont les conseils à donner aux hommes qui nous écoutent? Et venant de 5 ans de podcast tech, j'ai l'intuition qu'il y a une majorité d'hommes qui nous écoutent aujourd'hui. Comment les hommes peuvent aider? Tu as cité un mot qui m'intrigue, allié, c'est quoi un allié? Mais c'est quelqu'un qui finalement va prendre les mesures intentionnelles pour aider. D'ailleurs, un allié peut être aussi bien une femme qu'un homme, hein, c'est pas, il n'y a pas de genre, Mhm. pour aider typiquement ici à être plus inclusif, plus à créer, à promouvoir finalement, à aider les femmes à pouvoir se révéler dans des carrières dans la tech. Ça peut être pour notre thématique en tout cas un rôle majeur. En fait, aujourd'hui, si je regarde derrière moi, la plupart des étapes de ma carrière ont été possibles grâce à des alliés, grâce à des hommes. Que ce soit des sponsors, que ce soit des mentors, que ce soit mon mari, parce qu'on a tout un Mhm, système bien et on a sûr, oui. tous un système Mhm. de support qui existe, il est très important. Et donc, ce sont vraiment les hommes qui font le plus aujourd'hui pour les femmes. Et c'est important de le reconnaître et de continuer à l'encourager. Euh, Peut-être un conseil que je peux donner qui est le give and receive, c'est-à-dire de continuer à entraider et à aider intentionnellement les femmes quand on le peut, pas forcément que dans la tech, mais dans la tech en particulier quand on voit qu'on est si peu nombreuses, parce que ça fait une différence. Être à l'écoute, comprendre. J'ai été choquée d'un chiffre que je trouve très intéressant à la Journée de la femme. Alors pas cette année, puisque le thème de cette année c'est l'inclusion, mais c'était plutôt il y a 2 ans. 80% des femmes qui sont en poste aujourd'hui déclaraient ne pas trouver la bonne formation pour pouvoir évoluer dans leur carrière, et notamment dans la tech, puisque c'était l'étude en question. Ça Mhm. veut dire que elles ont besoin d'aide pour trouver ces formations puisqu'elles existent. Il y a énormément de formations disponibles aujourd'hui, et donc les alliés ont un rôle qui peut être infini sur euh, accompagner certaines femmes pour pouvoir donner un coup de pouce quelque part ou participer activement et intentionnellement à cette cause. Tu as dit intentionnel, ça veut dire être plus intentionnel quand on choisit des membres d'équipe, mais aussi dans le recrutement, être à l'écoute ou plus ouvert sur les opportunités offertes par les femmes dans nos équipes. Tout à fait, en fait, les choses progressent quand même vraiment dans le bon sens, et ça c'est important. Et c'est justement en faisant intentionnellement les choses, en choisissant, en aidant par exemple des jeunes femmes à créer très tôt un réseau. Ça fait vraiment la différence Mhm. dans la carrière. Ça va faire la différence aussi sur le long terme. Donc c'est vraiment dans le choix des équipes, dans les recrutements, dans la façon de mener aussi des réunions d'équipe, des projets. C'est un peu partout finalement. C'est un petit peu partout, mais intentionnel, ça veut dire déjà aussi d'être conscient finalement qu'on est encore dans une situation où il y a des choses à faire de façon assez constante. Et alors, il y a une question super personnelle, mais qui m'implique directement. Tu as dit que tu as 2 enfants qui sont des étudiants. Est-ce qu'il y en a un des deux, une des deux, ou les deux qui sont des filles? J'ai les deux. T'as les deux, c'est comme moi. J'ai une fille de 17 ans maintenant. On parle de carrière, c'est pas tous les jours, au moins toutes les semaines, parce que c'est le moment où elle doit choisir justement ce qu'elle va faire après. Euh, Comment on encourage une carrière? Est-ce qu'il faut encourager une carrière dans la tech? Comment est-ce qu'on encourage une carrière dans la tech auprès de nos enfants? Alors, ma réponse personnelle sera qu'il faut les encourager. Il faut les encourager, il faut aussi qu'ils aiment les mathématiques dès le plus jeune âge, parce qu'il y a un désamour quand même des Mhm, mathématiques, alors que c'est quelque mhm, chose de fun et de très intéressant et d'enrichissant. mhm, Et ensuite, typiquement, on parlait d'être intentionnel. Pour les stages, je sais que j'ai évidemment laissé libre choix aux enfants tant que possible, mais typiquement leur donner l'opportunité de pouvoir avoir des stages, typiquement dans la signature électronique en crypto. Qu'est-ce que c'est que la cryptologie? Et mon fils a été revenu vraiment transformé.
de ce stage. Et ma fille a fait un stage également dans une société, alors qui était plutôt sur l'expérience utilisateur, l'interface utilisateur, donc développement d'applications mobiles dans le B2B. Et elle est revenue avec, c'est ça, un Scrum Master. Elle est revenue avec des terminologies, des sprints jeunes qui lui ont donné envie d'aller plus loin, de comprendre. Alors ça ne veut pas dire qu'elle va faire forcément une carrière dans la tech, mais clairement elle a pu aujourd'hui, elle est en classe préparatoire, en classe, oui, elle est quand même, elle a une appétence assez forte pour les mathématiques, mais elle ne sait pas ce qu'elle veut faire. Voilà, donc C'est normal. c'est normal, tout à fait. C'est ce que je n'arrête pas de leur dire. C'est tout à fait normal. Et le Summit, j'ai dit dans l'intro de cet épisode, le Summit AWS à Paris, c'est la plus grande conférence cloud en français en France, puisqu'on attend plusieurs milliers de personnes. Je ne vais pas dire de chiffres pour ne pas dire de bêtises, mais autour de 8-9 000 personnes à la Porte Maillot, au Palais des Congrès, c'est le mot que je cherchais. Donc il y aura un stand Women in Tech, je suppose qu'on t'y verra, on pourra te faire coucou là-bas. Avec grand plaisir, j'y serai, absolument. Et en plus, nous allons avoir aussi la chance d'avoir plusieurs tables rondes également sur le summit. Donc, je serai là-bas pendant tout le summit et ravie d'engager avec nos clients, nos clientes et nos partenaires également. Eh bien, parlons-en des tables rondes, comme ça on fait un peu de pub pour le Summit en même temps. Elles seront en anglais, ça fait partie des rares contenus en anglais, mais on ne voulait pas se priver de certains participants juste à cause de la langue. Donc elles seront modérées toutes les deux par Julien Grouès, qui est le directeur d'AWS France, enfin Europe Sud dans la France. La première, c'est sur comment est-ce que la diversité enrichit l'expérience utilisateur, avec Jill Faris d'AWS, qui est VP du support, une cofondatrice, Diara Fall, Aliette Mousnier-Lompré, qui est CEO d'Orange Business, Kate Earl-Jensens, VP Head de Anthropic, qui fait les large language model Claude, dont on parle beaucoup pour le moment. Et tant qu'on est dans l'IA, évidemment, Virginie Mativet, qui est AWS Hero, que vous avez déjà entendu dans le podcast plusieurs fois, soit pour parler d'IA, soit pour faire des récaps de reInvent à Las Vegas, quand elle était avec nous à Las Vegas. Et la deuxième table ronde, c'est quelque chose dont tu as parlé d'ailleurs, c'est le syndrome de l'imposteur. Comment lutter contre le syndrome de l'imposteur pour développer sa carrière. Il y aura Mélan Thomsen-Bukovec, qui est VP technologie chez AWS, c'est la grande chef de toute la partie stockage, c'est elle qui fera la keynote d'ailleurs du Summit. Il y aura également Valérie de Corver d'Ariane 6, qui est programme test manager, système test programme manager chez Ariane Group, Louise Frion de l'Institut Montaigne, et Acha Liu, qui est VP également chez Idemia, et Catherine Gestin, qui est aussi au niveau VP pour parler de ce syndrome de l'imposteur. Voilà un premier tour de table, je pourrais dire, pour faire le lien avec le Summit. Il y en aura d'autres, puisque l'idée, c'est d'avoir un épisode tous les mois. Ce sera le dernier mercredi du mois. Et on me souffle dans mon oreillette qu'au Summit, il y aura 10 000 personnes cette année. 9 000, c'était les chiffres de l'année passée. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Merci Agnès d'avoir partagé tes retours d'expérience et tes conseils pour les femmes et les hommes qui nous écoutent. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast AWS en français. La semaine prochaine, on parlera technologie le vendredi, et plus spécifiquement, on parlera de réseau avec Engie, qui a décidé de migrer son réseau Wide Area Network dans le cloud et utiliser le réseau du cloud comme réseau principal. Conversation passionnante qu'on retrouvera vendredi dans toutes vos applications de podcast à partir de 7h, 7h30 du matin. Bonne semaine, à la semaine prochaine, et d'ici là, quoi que vous codiez, codez-le bien.